frère était quelqu'un de très gentil, très sociable, toujours prêt à aider les autres, gai, souriant, vraiment toujours donner le meilleur de lui. Il était très très avenant. Et il se mettait en cap pour les gens, c'était Jean-Christophe, quoi. Il a reçu une balle dans la nuque. Un seul tir qui s'est logé dans la tête, qui fait mouche. Ça ressemble quand même à du travail de professionnel. Tout le monde stupéfait. Et tout le monde, mais pourquoi? Pourquoi lui, quoi? Mais ce qu'il a fait. Il était bien, c'était un bon kiné. Qui se trouvait réellement sur les lieux le jour du crime? Qui a réellement appuyé sur la gâchette? Quelle était l'arme du crime? Les proches de Jean-Christophe disent aux enquêteurs que la suspecte numéro 1 ne peut être que Delphine. Quand on enquête, on voit qu'elle a finalement une vie assez débridée. On lui trouve de nombreux amants. On a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser qu'elle a peut-être joué un rôle. Qu'est-ce que cette mort pouvait rapporter à Delphine Piel alors qu'elle n'était toujours pas divorcée? Donc si elle n'était pas là, est-ce qu'elle a fait faire le travail pour faire disparaître son mari? Bienvenue dans Chroniques criminelles. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'un feuilleton macabre sur fond d'aventures extra-conjugales, d'escroqueries et de conspirations familiales. Tout commence le 24 août 2021 dans une commune tranquille de l'Oise. Comme il en a l'habitude, Jean-Christophe Piel s'occupe de son jardin avant de partir au travail. Soudain, une détonation claque et ce brillant kiné s'écroule, abattu d'une balle dans la nuque. Cette froide exécution ressemble à un règlement de compte. Mais qui pouvait en vouloir à cet homme au point de le supprimer dans de telles conditions? Commence alors pour les gendarmes une enquête hors du commun. Car Jean-Christophe est un notable de la région et les pistes ne manquent pas. Crime crapuleux? Acte fou d'un patient? Vengeance plus personnelle? La réponse glaçante dans ce nouveau document de Chroniques criminelles racontées par Jacques Pradel. Début de l'été 2013. Un beau soleil règne sur le nord de la France. Plusieurs centaines de convives sont réunis pour célébrer un mariage qui s'annonce déjà inoubliable. De la mairie à l'église, famille et amis s'extasient devant ce jeune couple si amoureux à qui tout semble réussir. Les invités débordent de joie et d'insouciance. Mais quelques années plus tard, toutes ces images de bonheur vont brutalement voler en éclats pour s'achever en tragédie sanglante. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? Proches de la victime, avocats, témoins, la plupart des protagonistes de l'histoire reviennent sur ce feuilleton criminel aux ingrédients hors normes. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter au début des années 2010. Tout commence dans un des endroits les plus tranquilles de la vallée de l'Oise. L'Oise est un département situé juste au nord de l'Île-de-France. C'est un département encore assez rural qui vit de l'agriculture, les champs de céréales, les betteraves. On se trouve à quelques kilomètres de Paris, mais on est déjà à la campagne, dans un environnement de champs, de prés et de bois. C'est très bucolique. C'est au cœur de ce département que se trouve Breuil-le-Vert, une petite localité où pratiquement tous les habitants se connaissent. Breuil-le-Vert, c'est véritablement la campagne, là. C'est vraiment la petite commune tranquille, paisible. C'est essentiellement composé de petites maisons, pavillons individuels, très peu d'immeubles. Il y a beaucoup de charme. On a une église qui sonne toutes les heures et une école primaire en plein centre du village. C'est ici que réside Jean-Christophe Piel. Ce père de famille âgé d'une trentaine d'années est lui-même originaire de cette région de Picardie.
Jean-Christophe Piel habite dans une maison divisée en lots. Et en fait, cet ensemble de pavillons donne sur une petite cour et un jardin. Il y a une allée de thuya qui délimite l'espace et il a des rosiers dont il prend énormément soin. Jean-Christophe est kinésithérapeute et il exerce à quelques kilomètres de son domicile. Actif et plein d'énergie, il adore le sport. Valérie, sa sœur, s'en souvient avec émotion. Il était grand, plus grand que moi, yeux bleus, cheveux châtain clair. Il s'était mis au vélo, la natation, il courait régulièrement le soir. Quelqu'un de très gentil, très sociable, toujours prêt à aider les autres, gai, souriant, vraiment toujours donner le meilleur de lui dans ce qu'il faisait, toujours là pour ceux qu'on avait besoin. Avec un caractère aussi facile, Jean-Christophe est très entouré. Laurent et Pauline, ses deux meilleurs amis, le décrivent comme ayant le cœur sur la main. C'était le premier à se proposer pour filer un coup de main, etc. Il était très très avenant. Et il se mettait en cap pour les gens, c'était Jean-Christophe, quoi. Dans son métier, Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est extrêmement réputé. Il a une patientèle qui l'aime beaucoup, qui vient parce que c'est Jean-Christophe. Et c'est justement le cas de Monique Vriot. Elle fut l'institutrice de Jean-Christophe avant de devenir sa plus fidèle patiente, mais aussi sa confidente. C'était un excellent kiné et un très gentil kiné. Très gentil. Je comprends que tout le monde pouvait l'aimer. Il a des doigts de fée, ce garçon. Des doigts de fée. Quand j'allais voir Jean-Christophe, j'étais bien, je me sentais bien. Ça, c'est un métier qui lui correspondait très bien parce qu'il aime rendre service, il aime soulager les gens, il aime les aider. Donc ça correspondait très bien à sa personnalité. Qu'il soit là aussi pour les reconstruire, les remettre sur pied après un accident, après un problème médical. À mon avis, il y avait quelque chose de très logique dans ce choix de vocation. À Liancourt, où se trouve son cabinet, et aux alentours, on se presse pour se faire soigner chez lui. Avec ce métier, Jean-Christophe gagne bien sa vie. Il est reconnu, tout le monde le connaît. Dans son village, il a une vie aisée et plutôt agréable. C'est vraiment, du coup, de ce fait, un petit notable de province. Il profitait bien de la vie avec des revenus confortables et qu'il méritait, quoi. Côté cœur aussi, tout semble aller pour le mieux. Après avoir eu un enfant d'une précédente union, Jean-Christophe fait en 2012 la connaissance de Delphine Pinto, une séduisante jeune femme. Alors Delphine, c'est une femme très féminine, très charmeuse, apprêtée, maquillée. Elle fait attention à elle, elle n'est pas du tout négligée. C'est une belle femme qui a beaucoup d'assurance, agréable, qui sait être agréable. C'est une belle femme, incontestablement. À l'époque, Delphine est mère célibataire. Elle travaille comme secrétaire et se bat au quotidien pour élever ses enfants. En particulier, Laurent, son fils handicapé. Cette maman dévouée remue ciel et terre pour lui payer des soins coûteux. Elle a 3 enfants dont elle s'occupe beaucoup. Elle en parle beaucoup de ce fils handicapé. Elle va taper aux portes pour collecter de l'argent. Elle fait tout ce qu'il faut pour essayer de le sortir de là. Donc voilà, c'est quelqu'un avec du caractère. C'est un peu la maman lionne, quoi, hein. Lorsque Jean-Christophe la voit pour la première fois, Delphine accompagne son fils au cabinet pour un rendez-vous. Immédiatement, il tombe sous son charme. Delphine et Jean-Christophe se rencontrent dans un cadre professionnel. C'est un moment où le fils de Delphine, Laurent, est très malade et il a besoin de rééducation. Et les séances se succèdent et ils tombent follement amoureux. On peut parler presque d'un coup de foudre. Une véritable passion amoureuse qui balaie tout sur son passage. En l'espace de quelques mois, leur décision est prise. Au début de l'été 2013, Delphine devient l'épouse de Jean-Christophe Piel. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Félicitations. Quand j'ai vu Jean-Christophe avec Delphine, je me suis dit, mon Dieu, quel joli couple. Ils vont bien ensemble. Et j'étais subjuguée tellement ils étaient jolis, quoi. Ils étaient vraiment jolis. Un couple resplendissant, une magnifique réception de mariage au manoir de Chantilly. Depuis le début de son conte de fées avec Delphine, Jean-Christophe semble être le plus heureux des hommes. À tel point qu'il va encore plus loin en adoptant les 3 enfants de sa femme. Là, elle te le rendra puissance 10. Et ça, je le vois au jour le jour. J'ai découvert ton extrême sensibilité, ta capacité de dévouement pour les autres, pour tes enfants surtout. Jean-Christophe Piel était très dévoué aux enfants de Delphine, qui étaient investis dans leur quotidien, vraiment. C'était un père présent auprès des enfants de son épouse. 1 an après le mariage, la famille s'agrandit et Jean-Christophe se retrouve à la tête d'une belle tribu. Delphine et Monsieur Piel vont s'installer assez rapidement ensemble et assez rapidement également. Ils vont avoir une première petite fille née en 2014 et une deuxième fille qui, elle, est née en 2017. Un couple qui s'aime, 6 enfants qu'ils élèvent la main dans la main. Pour Jean-Christophe et Delphine, ce bonheur autour d'une grande famille recomposée va durer près de 5 ans. Mais après toutes ces années d'harmonie partagée, l'usure du temps accomplit son œuvre. Ce couple, pourtant si fusionnel au départ, finit par se séparer. La relation de Jean-Christophe et Delphine est très passionnelle. Qui dit passion, dit beaucoup de disputes. J'ai connu Jean-Christophe Piel parce qu'il est venu me consulter en février 2018, déterminé à mettre en œuvre une procédure de divorce, énonçant que son couple va mal et que de manière cyclique, il y a des crises dans son couple. C'est Jean-Christophe qui demande le divorce. Il entend cependant rester proche de ses enfants, y compris de ceux de Delphine, dont il est devenu le père adoptif. Pour lui, le mot famille avait véritablement une signification. C'est important aussi de relier cela avec le fait que ses meilleurs amis l'avaient choisi pour parrain de leur enfant. Je sais qu'avec notre fils dont il était parrain, il a toujours eu énormément d'amour. Et chaque fois qu'il venait à la maison, c'était lui qui s'occupait de notre fils. C'était un second papa. Malgré la procédure de divorce en cours, Jean-Christophe n'en garde pas moins un sourire à toute épreuve. Et il tente de mener sa vie le plus normalement possible. Jusqu'à cette terrible journée de l'été 2021. En ce mardi matin, le soleil vient tout juste de se lever. Le village de Breuil-le-Vert est encore désert. Le 24 août 2021, pour Jean-Christophe, c'est une journée de travail. Donc ce matin-là, il se lève, il s'apprête à aller au cabinet. Comme chaque matin, il est 6h30, c'est presque une tradition. Jean-Christophe sort de chez lui, va cueillir des roses pour les mettre dans son cabinet. Malheureusement, ce fameux jour, le kinésithérapeute ne rejoindra jamais son lieu de travail. Les 2 voisines de Jean-Christophe sont en train de petit déjeuner et elles entendent la porte claquer et elles se disent « Ah, bah, c'est Jean-Christophe qui sort comme d'habitude ». Elles n'y prêtent pas plus attention que ça et d'un seul coup, elles entendent une détonation. Pour les voisines de Jean-Christophe, aucune ambiguïté possible. Il ne peut s'agir que d'un coup de feu. Donc elle se rapproche de la fenêtre, regarde et voit Jean-Christophe, leur voisin, à terre, devant sa maison. Les voisines s'affolent, font immédiatement le lien entre le bruit qu'elles ont entendu et le fait que Jean-Christophe soit par terre, qu'il a manifestement du sang sur lui. Elles sont prostrées dans leur appartement. Elles appellent les secours en expliquant qu'elles ne peuvent pas sortir de leur domicile. Elles ont peur que le tireur soit encore dans les parages et s'en prennent à elles. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie foncent immédiatement vers Breuil-le-Vert. À cet instant, la victime, inanimée, gît dans un bain de sang devant son domicile.
Les secours se précipitent très rapidement sur place. Ils constatent que Jean-Christophe Piel est encore vivant, il respire toujours. Il a reçu une balle dans la nuque. Donc se lance alors une course contre la montre. Il est emmené en urgence à l'hôpital à Amiens et on va tout faire pour lui sauver la vie. Mais les médecins se rendent vite à l'évidence. Très grièvement blessé, Jean-Christophe Piel se trouve déjà en état de mort cérébrale. Dans sa famille, c'est l'incrédulité. Je me dis qu'il va s'en sortir. Je me dis qu'ils sont trompés, qu'il va se réveiller, que c'est une erreur, quoi. Donc j'appelle l'hôpital d'Amiens pour savoir dans quel service il est, pour savoir l'état dans lequel il est. On nous parle de dons d'organes, de greffe, on nous demande si on est d'accord. Et là je me dis bon, ça doit être beaucoup plus grave que ce que je pense. Et là on se dit bon ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Après 24 heures en réanimation, la nouvelle tombe. Il n'y a, hélas, plus aucun espoir de sauver Jean-Christophe. Ses proches sont anéantis. Là, le monde il s'écroule autour de nous et là on se dit c'est fini. Même si son cœur il s'est pas arrêté de battre tout de suite, voilà, on n'attend pas autre chose. Et après, il y a eu cette étape où ils nous ont dit si vous voulez le voir une dernière fois, c'est cette nuit parce que demain matin on le débranche. Là c'est le moment où on lui a dit adieu, quoi. Amiens, le 25 août 2021. Jean-Christophe Piel vient de succomber à ses blessures. Pour sa sœur Valérie, pour Monique, son institutrice adorée, et pour tous les siens, la douleur est immense. Je vis... j'essaye de vivre au jour le jour, sans mon frère, en me rappelant des bons moments et tous les souvenirs qu'on a partagés ensemble. Je pense à lui très souvent. J'ai ici un petit vase avec un tout petit brin de gui. C'est mon dernier souvenir de lui. Plus rien. Quand je fais mes poussières, je vois toujours ce petit morceau. Et c'est Jean-Christophe. Une famille dévastée, des patients stupéfaits et tout un village qui s'interroge. Qui pouvait bien en vouloir à Jean-Christophe Piel? Alors que les questions se bousculent parmi la population, la gendarmerie, elle, commence les investigations. C'est la section de recherche d'Amiens qui s'en charge. Ces enquêteurs expérimentés ont une priorité, procéder à l'enquête de voisinage. Les voisines sont entendues, les gendarmes les interrogent. Malheureusement pour les gendarmes, elles n'ont aucun autre élément que la détonation qu'elles ont entendue. Elles ont vu Jean-Christophe inanimé après cette détonation et c'est tout. Et là, ils se rendent compte que personne n'a rien vu, rien entendu, à part le coup de feu. Rien à attendre de ce côté-là. Et s'agissant de l'expertise balistique, elle ne révèle qu'une seule chose. Jean-Christophe n'avait aucune possibilité de s'en sortir. Le tir interroge énormément parce qu'il s'agit d'un tir qui s'est localisé très précisément dans un organe vital dont on a très peu de chances de réchapper. Un seul tir qui s'est logé dans la tête, qui fait mouche. Ça ressemble quand même à du travail de professionnel. L'intention homicide, elle est claire, nette et précise. Donc tout de suite, vous vous dites, quelqu'un voulait sa mort. Qui pouvait vouloir cette mort ? Une question à laquelle les enquêteurs espèrent eux aussi répondre. La maison de la victime est fouillée, mais il n'y a pas de traces de cambriolage et aucun objet de valeur n'a disparu. Sans témoin visuel, sans arme du crime, sans aucune trace ADN à exploiter, l'enquête s'annonce compliquée. Mais un élément retient cependant toute leur attention. Pour les gendarmes, il y a quand même des certitudes, c'est que le tireur connaissait forcément les habitudes de Jean-Christophe Piel. Le tireur savait que tous les matins,
Jean-Christophe sortait de chez lui vers 6h30 pour aller cueillir ses roses. On sait que c'est quelqu'un qui connaissait bien son emploi du temps. Et tout ça, en fait, ce sont autant d'indices que les enquêteurs vont pouvoir creuser. 10 jours après la mort de Jean-Christophe Piel, l'heure est au recueillement. Voici venu le moment de lui dire un dernier adieu. Son enterrement, c'était... il y avait énormément de monde. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans l'église. C'était vraiment un bel hommage que tout le monde lui a rendu. Il y avait plus de 300 personnes aux obsèques de Jean-Christophe. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du drame que ça avait causé dans la vie de chacun, en fait. Tout le monde, parce que moi je connais plein de gens qui vont se faire soigner par lui. Tout le monde stupéfait. Et tout le monde, mais pourquoi? Pourquoi lui, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était bien, c'était un bon kiné. Tandis que la famille et les amis entament leur deuil, les enquêteurs, eux, continuent à chercher l'assassin. Qui pourrait être à l'origine de ce crime aux allures d'exécution pure et simple? Faute de pistes, la vie de la victime est fouillée de fond en comble. Dossiers, fichiers, antécédents, rien n'est laissé au hasard. Et c'est là que les gendarmes font une découverte totalement inattendue. Une plainte avait été déposée contre lui par Delphine 3 ans auparavant. Le couple venait alors d'exploser et vivait séparés depuis quelques jours. Il rentre chez lui un vendredi soir en février 2018 et quelques minutes après, les gendarmes viennent frapper à sa porte pour l'emmener. Alors il dit à ses enfants, vous inquiétez pas, papa revient, ça doit être une erreur. Et il apprend qu'il est soupçonné d'agression sexuelle sur une de ses filles. Alors qu'il vient tout juste de demander le divorce, ce père de famille est donc placé en garde à vue par la gendarmerie locale. Mais il nie catégoriquement les faits. D'après lui, il s'agirait plutôt d'une vengeance de sa femme qui supporterait mal la séparation. Malgré les dénégations de Jean-Christophe, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, il fait l'objet d'une nouvelle plainte concernant d'autres agissements à caractère incestueux. Des accusations sont alors portées par une des filles de Delphine Piel à l'encontre de Jean-Christophe Piel. Il s'agit cette fois-ci de faits de viol. Et puis, quelques mois après, ces mêmes accusations sont portées cette fois-ci par Laurent. Des soupçons de viol et d'attouchement sur 3 de ses enfants, dont Laurent, le fils handicapé de Delphine. 3 affaires pour lesquelles ce père de famille était poursuivi par 2 juges d'instruction de l'Oise. Pour les enquêteurs qui travaillent sur son meurtre, ces découvertes ahurissantes donnent une nouvelle direction aux recherches. Donc là, c'est la stupéfaction pour les gendarmes. Le bon kiné décrit par tous comme l'homme serviable, aimé de tous. En réalité, 2 graves accusations sur le dos. Il s'avère qu'il y a ces histoires-là qui sont lourdes, qui pèsent au-dessus de sa tête. Donc voilà, ça change un peu le profil de la victime. Et clairement, on a envie de regarder de ce côté-là. Les gendarmes disent que si Jean-Christophe a commis l'irréparable avec ses enfants, il a sûrement commis des agressions sexuelles auprès de sa patientèle. Lui qui avait beaucoup de clients, de jeunes enfants, de jeunes adolescents. Certaines rumeurs se seraient-elles propagées chez les patients du kiné de Liancourt? La piste d'un acte de vengeance commis par un parent commence à se dessiner. Pourquoi il n'aurait pas fait ça aussi à un patient, à un gamin au cabinet? Peut-être qu'il y a un papa ou une maman furieux, vraiment, à cause de faits similaires. Jean-Christophe aurait-il commis des actes répréhensibles sur l'un de ses jeunes patients? Du côté des gendarmes, c'est une piste très sérieuse. Reste que, au fil des auditions, une conclusion s'impose. Aucun témoin parmi ces patients n'aurait quoi que ce soit à lui reprocher.
Il n'a aucune accusation sur le dos. Aucun de ces jeunes patients ne raconte d'histoire d'attouchement ou autre. Au cabinet, aucun souci. Les parents, de toute façon, confient les yeux fermés leur enfant. Donc voilà, les gendarmes se disent non, c'est pas cette piste-là. Il y a quelque chose d'autre à aller voir. Parmi les proches de Jean-Christophe Piel, ces terribles accusations d'inceste font également l'effet d'une bombe. Mais personne n'y croit. Je suis tombée des nues. Je pense qu'il aurait eu certainement des retours bien plus tôt s'il avait eu des déviances sexuelles. Non, c'est pas possible. Non, il était trop respectueux, trop bien. D'autant qu'on avait la vision de Jean-Christophe avec ses enfants, que ce soit ses enfants biologiques ou adoptifs. Et voilà, donc on n'y a jamais cru. Mais à l'époque, la justice n'est pas du tout de cet avis. Et elle interdit à Jean-Christophe tout contact avec des mineurs. Non seulement dans son métier, mais aussi au sein de sa famille. Il est même contraint de quitter son domicile pour s'installer seul en location à Breuil-le-Vert. Suite aux accusations, Jean-Christophe, il a été anéanti. Vraiment, et je crois qu'au-delà des accusations, le fait de ne pas pouvoir voir ses filles et surtout de ne pas pouvoir retourner chez lui, ça a été quelque chose de terrible. Il a eu interdiction de retourner chez lui, de revoir ses enfants, restriction au niveau de sa patientèle puisqu'il a accusé d'attouchement sur enfant. Ça a été d'une violence quelque part pour lui extrême. Automne 2021, retour à la gendarmerie. Malgré ce lourd dossier judiciaire, les enquêteurs chargés d'élucider le meurtre s'interrogent. Car derrière ces histoires d'inceste, il n'y a aucune preuve et aucune autre accusation que celle portée par Delphine et ses enfants. Ils notent aussi la date de ces plaintes. Elles ont été déposées juste après que Jean-Christophe ait demandé le divorce. Alors, faut-il y voir une intention de nuire? Il y a la procédure qui est gelée du fait de ce dépôt de plainte. Delphine veut que les affaires d'agression sexuelle soient réglées d'abord, et après on examinera le divorce. Il ne pouvait pas divorcer, il devait continuer de verser des pensions pour elle et pour tous les enfants. Il devait continuer surtout à payer la maison. Il était obligé de continuer à payer toutes les charges du foyer. Et il est complètement sur la paille. En reprenant la chronologie des faits, les gendarmes comprennent aussi que quelques jours avant le crime, la situation était en train de basculer en sa faveur, car il venait d'être blanchi dans l'une des 2 enquêtes ouvertes contre lui. Jean-Christophe Piel avait bénéficié très récemment d'une décision du juge d'instruction qui ordonnait un non-lieu sur les faits d'agression sexuelle et que cette ordonnance de non-lieu a été signifiée le 16 août 2021. Le 16 août 2021, soit moins d'1 semaine avant sa mort. Difficile pour les enquêteurs de n'y voir qu'une simple coïncidence. Et alors que Jean-Christophe allait revoir ses filles après toutes ces années de procédure, il s'est fait assassiner la veille. Pourquoi a-t-il été exécuté quelques heures à peine avant de retrouver ses filles? Les accusations portées contre lui par sa femme et les enfants sont-elles véritablement fondées? Le doute commence à s'insinuer dans les rangs de la gendarmerie. Mais alors, qui est vraiment Delphine Pinto, épouse Piel? Quel secret pourrait-elle bien dissimuler? Une femme au profil insaisissable dont il décide de passer la vie au crible. Delphine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu un parcours de vie assez tumultueux. Elle a été, dès l'âge de 10 ans, placée à de nombreuses reprises. Elle faisait des allers-retours entre le domicile de ses parents et diverses structures d'hébergement. Elle nous dit qu'elle est issue de la DAS. On se dit, la pauvre, elle a vraiment pas de chance avec tout ce qu'elle a traversé. Un parcours de vie difficile. Puis, cette condition de mère célibataire, avec ses 3 enfants qu'elle doit élever seule. Le jour de son mariage avec Jean-Christophe, Delphine semble aussi émue que radieuse. Elle exprime toute la sincérité de ses sentiments envers lui. Je te promets devant ta famille, nos amis et devant Dieu
de faire de mon mieux pour t'apporter mon amour. Je te promets fidélité et je souhaite devenir ta femme. Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Il s'installe avec Delphine dans un quartier résidentiel, dans une maison moderne. Maison avec piscine, volet électrique, une maison tout confort. Donc effectivement, elle change de standing et elle s'installe dans une vie beaucoup plus confortable et beaucoup moins à courte vue. Elle a moins de problèmes de fin de mois, ça c'est clair. Apparemment, entre eux, une véritable histoire d'amour. Mais en creusant davantage, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Delphine explique à Jean-Christophe assez rapidement qu'elle est atteinte d'un cancer qui semble être incurable, voilà, où il lui reste pas non plus beaucoup de temps à vivre. Elle est mal en point, ce cancer la ronge et il faut vraiment assez rapidement prendre une décision et les mettre en sécurité. À l'époque, Jean-Christophe vient tout juste de se marier. Pour lui, le ciel s'effondre et il n'a aucune raison de mettre en doute la parole de sa femme. Mais en réalité, ce que les gendarmes découvrent au cours de leur enquête, c'est que Delphine n'a jamais eu l'ombre d'un cancer ou d'une maladie grave. Pour cette mère de famille, en tout cas, protéger ses enfants était la priorité. Effectivement, elle est très proche de ses enfants, elle est très aimante. Elle s'assure de ce que ses enfants ne manquent jamais de rien. Delphine essaye d'offrir à ses enfants l'enfance qu'elle a peut-être pas eu la chance d'avoir. Du côté des gendarmes, en revanche, l'image de la mère idéale commence sérieusement à se fissurer. Car ils comprennent que cette histoire de faux cancer ne constitue pas son seul mensonge, bien au contraire. En 2005, avant de rencontrer Jean-Christophe, elle faisait du bénévolat au sein d'une association. À l'époque, Laurent, son fils, n'a que 3 ans. Delphine file un coup de main à cette association et un jour raconte son histoire au président de l'association. Mon fils est malade, il a une grave maladie des reins, ça ne se soigne pas en France, il faut aller à New York pour se faire soigner, il lui faut 20 000 euros. Et les membres de cette association se sont aperçus quelques mois plus tard, en lui demandant les factures pour les soins dont son enfant a bénéficié, que tout simplement, il n'y a jamais eu de soins, ni même de maladie. Menacée d'une plainte pour escroquerie, Delphine remboursera l'intégralité de ses 20 000 euros pour éviter un procès. Quelques années plus tard, devenu adolescent, son fils Laurent, encore lui, se voit diagnostiquer une maladie du dos. C'est une maladie sans gravité, mais un peu impressionnante, un peu ennuyeuse et qui panique une mère. Ça, on peut bien le comprendre, c'est une espèce de tassement de vertèbres. Ça nécessite un corset. Elle doit être un peu ennuyée par cette maladie. Et elle monte une véritable entreprise pour soutirer des dons. Delphine fonde une association au nom sans équivoque, Enfants sans enfance. Elle va jusqu'à lancer un site internet afin de réunir un maximum d'argent pour le sauver. Elle met ses photos, elle aggrave la maladie, elle prétend que son enfant est menacé de mort, que cette maladie est terrible, qu'il lui faut des appareillages qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui coûtent très cher. Elle va aller démarcher des associations, des personnes pour récolter de l'argent et elle va récolter près de 13 000 euros. Des associations, mais également la sécurité sociale, à qui elle adresse de fausses factures. Des escroqueries pour lesquelles Delphine est condamnée en 2016 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Elle échappe de justesse à l'incarcération. Nécessairement, quand les enquêteurs consultent les faits qui ont été reprochés à Delphine par le passé, ça dépeint un portrait d'elle qui n'est pas des plus florissants. Savoir notamment des faits d'escroquerie, c'est un peu la coupable idéale. Les gendarmes ne s'attendaient pas à une telle avalanche de révélations. C'est un tout autre visage qui se cache derrière le sourire enjôleur de Delphine. Mais cela n'en fait pas pour autant une meurtrière. On se rend compte qu'elle se débrouille très très bien déjà, parce qu'elle
Elle recueille 20 000 et 13 000 euros. Là, voilà, la petite mère courage qui élève ses enfants, on se rend compte qu'elle est prête à tout. Manipuler une association pour laquelle elle travaille, manipuler la sécurité sociale vers un faux dossier pour la sécurité sociale. C'est une femme qui n'a aucun scrupule. Lorsque ce scandale éclate, voilà 3 ans que Delphine est déjà mariée à Jean-Christophe. Et pour lui, bien sûr, c'est la stupéfaction. Compréhensif et amoureux, il décide malgré tout de ne pas la lâcher. Et Jean-Christophe, à ce moment-là, prend un peu le parti pour sa femme en incluant les dettes dans le crédit maison pour rembourser de lui-même les dettes de sa femme. Il s'est dit, elle a fait ça pour ses enfants, donc il n'a pas voulu lui en tenir rigueur. Et puis, je pense qu'il a dû lui dire, t'as déconné, c'est pourquoi t'as fait ça. Et puis, voilà, la vie a continué comme ça, quoi. Un homme assassiné par balle, une femme capable de berner tout le monde et ces étranges accusations d'inceste. À l'automne 2021, les gendarmes en charge de l'enquête criminelle ont de quoi se poser bien des questions. Des interrogations partagées par la famille de la victime. Les proches de Jean-Christophe disent aux enquêteurs que la suspecte numéro 1 ne peut être que Delphine. Ils sont persuadés qu'elle est à l'origine de la mort de Jean-Christophe. Dans la famille de Jean-Christophe, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'estiment déjà. On se rend compte que dès le mariage, les gens étaient très très méfiants et la suite des événements leur a plutôt donné raison. En questionnant ses proches, les gendarmes n'en reviennent pas. Ils recueillent une interminable liste de mensonges, tous plus improbables les uns que les autres. On s'aperçoit au cours des années qu'elle ment tout le temps, que c'est que des mensonges, qu'elle est enceinte de jumeaux, qu'elle se fait soigner pour un cancer de la vésicule alors qu'en fait elle n'a jamais été malade. Une grossesse imaginaire, un cancer imaginaire. La vie de Delphine est faite comme ça de mensonges permanents, pour essayer de démêler le vrai du faux sans cesse. Au vu de tous ces éléments, c'est le portrait d'une experte de la manipulation qui se dégage des investigations. Quant à Jean-Christophe, il semble avoir été littéralement hypnotisé par Delphine, et ce, depuis le premier jour. Les grands sourires charmeurs, s'il vous plaît, madame. Jean-Christophe, c'était la cible idéale, c'était l'agneau parfait. Les premières années, il était complètement sous son emprise. Elle essayait de l'isoler de ses amis, de sa famille. Pour son avocat, en revanche, les soupçons qui pèsent sur sa cliente ne sont pas du tout fondés. Je pense que l'idée de Delphine, c'est certainement d'attirer l'attention, d'attirer le regard. Delphine est considérée comme une manipulatrice professionnelle par certains, mais est-ce que ça fait d'elle pour autant quelqu'un qui est impliqué dans la disparition de M. Piel? Parmi les gendarmes, en tout cas, les interrogations demeurent. Tant de mensonges et de manipulations pourraient-ils faire de Delphine une criminelle? À ce stade, rien n'est moins sûr. Mais si oui, quelles pourraient être les motivations de cette mère de famille? Qu'est-ce que cette mort pouvait rapporter à Delphine Piel alors qu'elle n'était toujours pas divorcée? Simplement le fait qu'elle restait son héritière. Donc il est toujours marié, mais la première procédure vient de tomber à l'eau, ce qui offre la possibilité à Jean-Christophe sans doute de pouvoir bientôt divorcer. Jean-Christophe était sur le point d'être blanchi de toutes ces accusations d'inceste. Résultat, Delphine risquait de tout perdre. Pour les enquêteurs, cela pourrait constituer un début de mobile. Tandis que s'il meurt alors qu'ils sont toujours mariés, elle hérite. Voilà. Elle hérite de tout, elle comme ses enfants qui sont désormais adoptés par Jean-Christophe, qui sont les héritiers légaux désormais. Je pense que ça peut être un motif suffisamment probant. En tout cas, on a vu des gens se faire tuer pour moins que ça. Ce possible mobile financier serait-il la clé de toute cette affaire? 3 mois après le crime, l'étau se resserre inexorablement autour de Delphine. La suspecte est d'abord convoquée comme témoin. Il s'agit, pour les forces de l'ordre, de vérifier son emploi du temps ce fameux matin du 24 août 2021. Mais elle leur présente
un alibi indiscutable. Le jour de la disparition de M. Piel, Delphine a conduit Laurent à son travail, purement et simplement. Effectivement, ça va être vérifié, puisque c'est également ce que va dire son fils. Et il va être établi que cet élément est tout à fait réel. Matériellement, Delphine ne pouvait donc pas se trouver sur les lieux du crime. Mais, dans ce cas, aurait-elle pu faire appel à quelqu'un d'autre pour se débarrasser de son mari? Pour les enquêteurs, c'est peut-être là qu'il faut chercher. On a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser qu'elle a peut-être joué un rôle. Donc, si elle n'était pas là, est-ce qu'elle a fait faire le travail pour faire disparaître son mari? Elle aurait pu être aidée par d'autres personnes, donc ils vont essayer d'étudier son environnement pour savoir si elle n'a pas pu commanditer le meurtre de Jean-Christophe. C'est alors qu'un témoin inespéré se présente spontanément aux gendarmes. Il s'agit de Camille, la propre fille de Delphine. Elle vient, dit-elle, soulager sa conscience. Et elle leur relate une scène surréaliste qui remonte à quelques semaines avant le crime. Et Camille raconte que cette nuit-là, Delphine a expliqué à ses enfants qu'il fallait faire disparaître Jean-Christophe, qu'il fallait recruter un tueur à gages. Et elle a, à ce moment-là, cherché une façon peut-être un peu plus artisanale de le faire, notamment en demandant à ses amis s'ils connaissaient des gens qui pouvaient leur trouver une arme à feu. Trouver un tueur à gages et une arme à feu, les gendarmes ne s'y attendaient pas. D'autant que ce soir-là, Delphine se serait visiblement montrée persuasive. Et la fille de Delphine, Camille, raconte elle-même comment elle a un jour essayé de se procurer une arme jusqu'au moment où elle a décidé de tout arrêter, de tout stopper en réalisant qu'elle était en train de faire absolument n'importe quoi, des choses impensables, quoi. Les enquêteurs sont sidérés. Et face à eux, la jeune fille va encore plus loin. Elle raconte que quelques jours plus tard, alors qu'elle se trouve avec sa cousine, elle tombe nez à nez avec sa mère et Laurent, son frère. Ce soir-là, elles surprennent Delphine et son fils Laurent, habillés tout en noir, avec des gants, ils sont munis de cordes. Et Delphine leur dit « C'est ce soir, on n'a trouvé personne, on va le faire ». Camille et sa cousine expliquent que Delphine et Laurent sont rentrés 1h30 plus tard en disant « Il a de la chance d'avoir une porte sécurisée ». Donc pour les enquêteurs, ça signifie que leur expédition punitive n'a pas pu être menée à bien parce qu'ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur du domicile de Jean-Christophe. Des déclarations auxquelles la défense de Delphine apporte un démenti formel. Mère et fille étaient fâchées déjà depuis quelques années. Delphine conteste les accusations qui sont portées par sa fille Camille, formellement. Les gendarmes pensent pourtant que Camille n'a pas pu tout inventer. Et si Delphine avait juste voulu faire peur à son mari? Faute de preuves concrètes, ils la mettent sous surveillance 24 heures sur 24. C'est à partir de là qu'ils vont mettre en place un certain nombre de mesures d'écoute, de filature, en tout cas par les téléphones portables, par les véhicules, pour essayer de voir qui, dans l'entourage de cette femme, serait susceptible d'être également impliqué dans le meurtre. Une femme qui semble capable de tout, une entreprise criminelle qui aurait été préméditée, les enquêteurs seraient-ils sur le chemin de la vérité? Très vite, grâce aux écoutes téléphoniques, ils font un premier constat. Delphine aurait des relations sentimentales avec d'autres hommes. Quand on enquête après aussi sur la vie de Delphine pendant sa relation avec Jean-Christophe et après, voilà, là on voit qu'elle a finalement une vie assez débridée. On lui trouve de nombreux amants. Et parmi ces amants, il en est un qui est en contact quasi quotidien avec Delphine. Un homme de 31 ans qui réside à Paris et que nous appellerons Mehdi. Donc ce
qu'on a fait pour Delphine, on le fait pour lui aussi. On surveille à qui il parle, quel message il envoie, ce qu'il raconte. Et voilà, on commence à observer tout ce petit monde-là à la recherche de preuves, d'éléments compromettants. D'après ses écoutes, Delphine et Mehdi se voient très régulièrement. C'est un danseur émérite qu'elle a séduit voilà plusieurs années, lors de folles sorties nocturnes dans la capitale. Un homme qu'elle a rencontré dans un club de salsa, puisqu'ils partagent la même passion commune. C'était quelqu'un qui faisait partie du monde de la danse, du monde de la nuit. Delphine, elle le connaissait très bien, puisque c'est quelqu'un qu'elle fréquentait depuis très longtemps. C'est un organisateur de rencontres salsa, donc dans les bars de nuit, les discothèques, enfin voilà. Il est dans cet univers-là, il organise donc les concours de danse, etc. Outre le fait d'être un véritable virtuose de la salsa, Mehdi est en tout cas l'un des cavaliers favoris de Delphine. Comme le montre cette vidéo endiablée du couple en train de danser. Pour les gendarmes, il est clair que Mehdi est l'amant attitré de Delphine. Pour autant, a-t-il le profil d'un assassin capable d'abattre un homme d'une balle dans la nuque? En consultant leurs fichiers, ils constatent qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. Et comme pour Delphine, rien à ce stade ne le relie au crime. Jusqu'au jour où l'examen de ses anciens SMS attire l'attention des enquêteurs. Et il y a notamment un message qui interpelle les gendarmes. C'est un message que Mehdi a envoyé à un de ses amis qui s'appelle Hakim, lui disant « Je connais une femme qui serait prête à payer pour un travail ». Quelques jours plus tard, Mehdi envoie un SMS à Delphine. Il lui dit qu'il a trouvé quelqu'un pour le travail, qu'il ne manque plus qu'une chose, c'est l'outil. Que signifie au juste ce message de Mehdi à Delphine? Ces quelques phrases pourraient-elles constituer le grand tournant de cette affaire? Pour les enquêteurs, il y a deux mots qui les interpellent dans ces SMS. Le mot « travail » et le terme « outil ». Pour eux, le mot « travail » pourrait faire référence au meurtre de Jean-Christophe. Quant à l'outil, ce serait une arme. Et surtout, il y a un autre SMS envoyé cette fois par ce fameux Hakim à Mehdi qui intrigue beaucoup les enquêteurs. C'était pour lui réclamer de l'argent et pas à n'importe quel moment, juste après le meurtre de Jean-Christophe. Et pour terminer sur les enquêtes et les écoutes téléphoniques, on a également un message venant de celui qui peut-être a pu le tuer, qui réclame à mots couverts, c'est ce qu'on peut comprendre, sa récompense pour le travail, pour le boulot qui a été manifestement exécuté. Chez les gendarmes, les interrogations se bousculent. Cette simple mère de famille leur cacherait-elle quelque chose? Aurait-elle été jusqu'à mettre un contrat sur la tête de son mari? Se serait-elle plaint de lui auprès de son amant au point qu'il prenne l'initiative de l'en débarrasser? Les enquêteurs ont étudié le profil d'Hakim. Hakim vit en banlieue parisienne, c'est un ami de très longue date de Mehdi. Ils ont grandi dans le même immeuble. Et quand on regarde son casier judiciaire, très clairement, on se rend compte que il a déjà trempé dans les affaires un peu louches, il a un casier déjà chargé. C'est pas le tueur à gages expérimenté professionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pourra accepter contre de l'argent de le faire. Ouais. Par ce seul SMS, Hakim se serait désigné comme le tueur, celui qui aurait tiré une balle dans la nuque de Jean-Christophe Piel. Six mois après l'assassinat, tout s'accélère enfin. Le 15 février 2022, Delphine, Mehdi et Hakim sont placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherche. Les gendarmes veulent pointer d'éventuelles contradictions entre leurs déclarations avec un seul objectif, les faire craquer. Mais la tâche s'annonce plus difficile que prévu. Face à eux, les suspects restent muets et refusent tout simplement de s'exprimer. J'incite Delphine à garder le silence parce qu'elle est mise en cause pour des faits qui sont sanctionnés de la perpétuité d'une part, et d'autre part aussi parce que nous devons faire face à 6 mois d'enquête. 6 mois d'enquête et donc autant d'éléments de procédure
dont nous ne disposons pas à cet instant. Du coup, en garde à vue, pour les enquêteurs, c'est pas l'idéal, là, parce qu'on a 3 personnes qui concrètement ne disent rien. Voilà. Ils se murent dans le silence. D'autant que, sans aveu, l'issue de l'audition est incertaine. Car, à part ces SMS échangés entre les protagonistes, cet hypothétique mobile financier et les mensonges accumulés par Delphine, les enquêteurs n'ont aucune preuve concrète. Quant au scénario du crime, ils ne peuvent que l'imaginer. Les enquêteurs pensent que Delphine Piel est le commanditaire, qu'elle a chargé un de ses amants, lequel a chargé un tiers d'exécuter le crime. L'exécutant serait Hakim. C'est lui qui aurait appuyé sur la gâchette. C'est lui qui aurait porté le coup mortel à l'encontre de Jean-Christophe Piel. Après 48 heures de garde à vue, impossible de tirer quoi que ce soit des 3 suspects. Delphine, Mehdi et Hakim sont pourtant mis en examen pour assassinat commis en bande organisée et ils sont incarcérés. Les avocats de Mehdi et de Hakim, qui clament leur innocence, ont refusé de s'exprimer. Maître Arnaud Ledru, l'avocat de Delphine, considère, lui, que sa cliente n'a aucun lien avec l'assassinat de son mari, car elle dispose en premier lieu d'un alibi incontestable. En réalité, contre Delphine, on n'a pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Pas d'armes, pas de traces de sa présence sur place. Pour le moment, les enquêteurs ont en leur possession des témoignages, des SMS, des échanges, des faisceaux de présomption, des faisceaux de concordance, mais aucune preuve matérielle, pas d'ADN et aucun aveu. Reste la question centrale du mobile. Selon la défense de la présumée commanditaire, ce serait également l'un des points faibles de l'accusation. Delphine n'avait aucun intérêt financier à tuer ou à faire tuer M. Piel. La procédure de divorce aurait abouti à un jugement de divorce et au versement d'une prestation compensatoire à la charge de M. Piel au profit de Delphine. Prestation compensatoire sous la forme d'un versement en capital. Et les pensions alimentaires des enfants qui continueraient. Donc ça vivait plutôt bien. Et Delphine n'en démord pas. Son avocat maintient que c'est toujours derrière ces accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il faudrait plutôt chercher l'assassin. En concentrant leurs investigations sur Delphine, ils vont vraisemblablement négliger d'autres pistes qui entre-temps se referment. Plusieurs mois ont passé dans l'Oise depuis la mort de Jean-Christophe Piel. Alors que le trio de suspects se dit toujours non coupable et reste présumé innocent, un certain nombre de questions demeurent sans réponse. Il reste encore de grosses zones d'ombre à élucider dans cette affaire, notamment de savoir qui se trouvait réellement sur les lieux le jour du crime, qui a réellement appuyé sur la gâchette, quelle était l'arme du crime. L'enquête devra également déterminer comment, si Hakim et Mehdi sont impliqués dans l'assassinat de Jean-Christophe Piel, comment Delphine les a convaincus de mener à bien cette mission. Donc ça, c'est la question du dossier, c'est comment elle aurait pu mettre en place une exécution, un contrat, sans gros moyens financiers, avec un peu d'argent quand même, mais sans grande connexion. Résultat, la justice n'a pas l'ombre d'un aveu, juste un faisceau d'éléments troublants. Delphine est-elle vraiment le cerveau de cet assassinat ou au contraire, le spectre d'une erreur judiciaire se dessinerait-il? En cas de procès devant les assises, ce sera aux jurés de trancher. En attendant cette échéance, les amis de Jean-Christophe, eux, n'ont plus que des souvenirs auxquels se raccrocher. Laurent et Pauline ne peuvent retenir leur émotion. Quand on regarde les photos, parce qu'on se remémore ces photos, on n'arrive pas à trouver de photos où il sourit pas, où il n'est pas grand sourire ou en train de déconner avec quelqu'un, etc. C'était, le personnage est comme ça, quoi. Donc c'est quelqu'un à qui je pense souvent, même maintenant,
là, ça charge un peu, quoi. Ça, ouais. Le souvenir que je garde de Jean-Christophe, c'est un souvenir d'un super ami, quelqu'un de toujours présent, quelqu'un qui est là quand vous avez besoin, ou même quand vous n'avez pas besoin d'ailleurs. Quelqu'un qui est jovial, qui a une présence vraiment agréable, qui est toujours droit. Monique, son ancienne institutrice, garde au fond de sa mémoire l'image d'un petit garçon au caractère très attachant. J'ai un excellent souvenir de cet enfant-là. C'était un enfant très timide et en même temps, je dirais naïf, très gentil, le cœur sur la main, qui ne savait pas quoi faire pour faire plaisir. Quant à Valérie, la sœur de Jean-Christophe, elle reste inconsolable. Mon frère, c'était une moitié de moi pendant 40 ans de ma vie. Il me manque tous les jours, j'y pense tous les jours. Je me dis qu'il faudra faire ça et que je suis contente qu'il existait. Alors, quelle issue pour l'affaire Jean-Christophe Piel? D'un côté, toute une famille et des amis qui réclament justice, et de l'autre, 3 suspects qui continuent inlassablement de clamer leur innocence. Réponse dans quelques mois. Et maintenant, une deuxième affaire. Direction les États-Unis pour une incroyable chasse à l'homme en plein cœur de l'Alaska. Alice McVeigh vivait à Manly. Son mari était parti pêcher et il n'était pas revenu. J'ai reçu le coup de fil juste avant minuit. Elle n'arrêtait pas de dire que ceux qui allaient là-bas ne revenaient pas. Elle a dit « Vous devez aller jeter un œil, je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. » Ce n'était pas le seul qui manquait à l'appel. Tous ceux qui étaient allés au débarcadère de Manly Hot Springs semblaient avoir disparu. Les habitants ont commencé à se dire qu'il se passait quelque chose de bizarre. Le sang menait jusqu'à la rive. Ils ont vite fait le rapprochement. Je n'arrivais pas à y croire. Ça a changé, Manly. Ce n'est plus la petite bourgade paisible que c'était. Ça reste incompréhensible. On veut toujours comprendre le pourquoi du comment. Mais ça fait partie de ces choses qui ne s'expliquent pas. Je ne l'oublierai jamais. J'en suis incapable. Tout commence à Manly Hot Springs, une petite communauté d'environ 50 habitants qui se trouve à 800 km d'Anchorage et se niche sur les rives de la rivière Tanana. C'est le bout du monde. C'était une très jolie petite ville. Je pourrais survoler la zone à bord de mon avion pendant 4 heures, dans n'importe quelle direction, sans jamais voir une seule route, ni une seule maison. Il n'y a que des rivières et la nature. Il n'y avait pas de police là-bas, personne pour contrôler ce qui s'y passait. À Manly, tout le monde se connaît. Et la vie suit son cours tranquillement. Jusqu'en mai 1984, où tout bascule. Un soir, Alice McVeigh, une habitante, signale une mystérieuse disparition aux policiers. C'était une belle journée. Il faisait très beau ce jour-là. Le ciel était bleu. Le printemps était en retard. La glace était encore en train de fondre dans les rivières. Les arbres étaient verts et luxuriants. J'étais au lit. J'ai reçu le coup de fil juste avant minuit. Le téléphone m'a réveillé. La femme au bout du fil était lucide, mais elle était très troublée. Elle n'arrêtait pas de dire
que ceux qui allaient là-bas ne revenaient pas. Alice McVeigh vivait à Manly. Son mari était parti pêcher et il n'était pas revenu. Son mari est Joe McVeigh, âgé de 38 ans, un vétéran de la guerre du Vietnam. Comme à son habitude, Joe se rend sur la rivière Tanana pour pêcher. Mais ce jour-là, l'homme ne rentre pas. Inquiète, Alice décide de se rendre à l'embarcadère d'où part habituellement son mari. Elle découvre son pick-up, avec le bateau toujours attaché à la voiture. Ce n'était pas le seul qui manquait à l'appel. Elle a aussi remarqué le pick-up d'Albert Egan. La population a commencé à s'inquiéter pour eux. Les habitants de Manly Hot Springs ont commencé à se dire qu'il se passait quelque chose de bizarre. Ils entament des recherches sans succès. D'autant que quelques jours plus tard, une terrible nouvelle tombe. Ce n'est pas le seul à s'être volatilisé. Une famille entière des environs aurait aussi disparu. Lyman Klein, sa femme Joyce, qui était enceinte, et leur fils de 2 ans ont été vus pour la dernière fois se dirigeant vers la rivière en quad. Et depuis, plus rien. C'est facile de disparaître là-bas. Il peut y avoir plein d'explications. On peut être allé trop loin et être mort de froid. C'est facile de se perdre. On a plein d'affaires non résolues concernant des disparitions. Mais il semblait que tous ceux qui s'étaient rendus au débarcadère avaient disparu. Toutes ces disparitions qui s'enchaînent commencent à inquiéter la police, qui ne croit plus à de simples coïncidences. Les agents décident alors de se rendre sur place, à l'endroit où tous ont été vus pour la dernière fois. Tout d'abord, on a marché le long de la rivière. On n'a pas trouvé grand-chose. Pas de corps, pas de personnes blessées. Mais on voyait qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait beaucoup de traces de pas autour de l'embarcadère. Dans un premier temps, les policiers penchent pour la thèse de l'accident. Ces habitants de Manly seraient tombés dans la rivière et auraient été emportés par le fort courant. La Tanana est très dangereuse. Il y a beaucoup de farine glaciaire. L'eau n'est pas claire. Si vous tombez dans la rivière, vos vêtements se recouvrent vite de minéraux ou de boue. Et ça vous tire vers le fond. Mais cette hypothèse paraît peu plausible. Les disparus étaient prudents et avaient l'habitude d'affronter la dureté de la nature de l'Alaska. Il était impossible que ce soit la cause de toutes ces disparitions. Ces gens vivaient près de cette rivière et ils seraient tous tombés accidentellement? Non. Face à ce mystère, les policiers décident d'approfondir les investigations. Et au petit matin, alors qu'ils sont en train de ratisser les abords du ponton, un détail effrayant les alarme aussitôt. Je me rappelle que l'un des enquêteurs était sur l'embarcadère et il disait « Mais où sont-ils allés ?» Et il a commencé à pleuvoir. Il a regardé par terre. Les flaques d'eau étaient pleines de sang. J'ai trouvé des douilles de calibre 44 Magnum. J'ai toujours suivi le principe du rasoir d'Occam, selon lequel la solution la plus simple est souvent la bonne. On sait ce qui s'est passé. Toutes ces personnes ont été tuées. Après cette terrible découverte, les enquêteurs redoublent d'efforts à la recherche de nouveaux indices. Et ils réalisent que les traces de sang les conduisent jusqu'à l'eau. Je suis allé au bord de la rivière et j'ai trouvé des indices, comme des traces de vêtements. Il était évident que des corps avaient été traînés jusque-là, puis jetés à l'eau. Il y avait beaucoup de courant. Le niveau de l'eau était haut. C'était le printemps, la glace venait de fondre. Ces gens pouvaient être n'importe où. La Tanana a tendance à engloutir les corps. Immédiatement, la police déploie de grands moyens afin de retrouver les corps des disparus de Manly.
Quand je suis entré dans l'eau, j'ai tout de suite senti la force du courant qui essayait de m'emporter le long de la rive. Tout ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est sonder l'eau avec vos mains et vos pieds pour voir s'il y a quelque chose au fond. Mais on n'a rien trouvé. Alors qu'ils sont en train de sonder la rivière, les policiers sont prévenus qu'une autre disparition étrange a eu lieu dans une petite ville près de Fairbanks, à 250 km de là. L'un de mes officiers en patrouille m'a appelé et m'a parlé d'un certain Roger Culp, qui aurait peut-être disparu. Ses voisins pensent qu'il n'est pas dans son chalet à Hopkinsville. C'est un tout petit patelin près de la route Chinapump, qui est parallèle à la Tanana. C'est là que logent les gens qui arrivent en Alaska et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Roger Culp est un bûcheron de 34 ans qui habite à cet endroit. Lorsque sa voisine signale sa disparition, la police s'interroge. Cela pourrait-il avoir un lien avec l'enquête en cours? Roger Culp était quelqu'un de très gentil. Il faisait des petits boulots par-ci par-là. Il pêchait, il coupait du bois. Le cliché même d'un homme vivant en Alaska dans les années 80. Mais Roger Culp disparaissait souvent. Il était alcoolique. Et par ici, les alcooliques ont tendance à errer en pleine nature. Quand il fait bon, ils dorment par terre dans la forêt, ils y font toutes sortes de choses. Donc le fait que quelqu'un comme Roger Culp n'ait pas été vu chez lui pendant un jour ou deux, ce n'était pas vraiment inquiétant. Mais cette fois-ci, la voisine de Roger Culp est formelle. Cette absence n'est pas normale. Elle raconte aux enquêteurs l'étrange scène dont elle a été témoin la dernière fois qu'elle a aperçu le bûcheron. Roger Culp et cette femme étaient en train de couper du bois. Un homme est sorti de nulle part et s'est dirigé vers lui. Il lui a dit « Je vais vous montrer comment on fait ». Il n'y avait rien de menaçant là-dedans. Donc elle ne s'en est pas inquiétée. Sauf qu'elle n'a plus jamais revu Culp après ça. Après avoir recueilli plusieurs témoignages, la police réussit à identifier ce mystérieux inconnu. Il s'agirait d'un certain Michael Silka. Silka est arrivé à Fairbanks en avril 1984. Il louait ce qu'on appelle un chalet sec, c'est-à-dire sans eau courante ni toilette. Il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent et qui repartent. Ils ont cru qu'il n'était que de passage. Les policiers ont interrogé Silka à propos de Roger Culp, mais il leur a dit qu'il ne l'avait pas vu. Mais alors qu'ils sont en train de l'interroger, les policiers remarquent des traces de sang tout autour de son chalet. Il a dit qu'il avait dépecé un orignal, ce qui est plutôt banal dans ce genre de lieu. Quand on vit dans un chalet sec, il faut savoir survivre. On chasse, on pêche, on pose des pièges. C'était courant de voir du sang près des chalets, encore plus s'ils étaient partis chasser l'orignal. Ils lui ont demandé s'il savait où était M. Culp. Il a répondu qu'il n'en savait rien. Convaincus par les réponses de Michael, les policiers décident de partir. Mais ils prélèvent tout de même des échantillons de sang au sol et les envoient au laboratoire médico-légal pour les faire analyser. En attendant les résultats de ces analyses, les policiers retournent à Manly et continuent leur enquête. Ils décident de se concentrer sur les véhicules garés à l'embarcadère, là où les victimes ont disparu. On m'a parlé des plaques d'immatriculation. On a demandé à une fille qui vivait à Manly Hot Springs d'aller relever les plaques pour nous. L'examen des plaques est formel. Tous les véhicules appartiennent aux personnes qui ont disparu. Tous, sauf un. Et ce dernier n'appartient pas à n'importe qui. Il est enregistré au nom de Michael Silka. Celui-là même qu'ils ont interrogé quelques jours plus tôt.
L'homme pourrait-il avoir un rapport avec ces mystérieuses disparitions? Et que fait sa voiture à plus de 200 km de chez lui? Pour en savoir plus, il la passe au peigne fin. On a fouillé la voiture de Silka. Son coffre était rempli d'armes à feu et d'équipements de camping. On a trouvé beaucoup de provisions, des munitions, ce genre de choses. Tout cela a été très suspect. Intrigués, les policiers interrogent les habitants de Manly Hot Springs pour en apprendre davantage sur Michael Silka. D'après les témoignages recueillis, l'homme serait arrivé quelques jours plus tôt et se serait installé près de l'embarcadère, allant jusqu'à dormir dans sa voiture. Un vagabond de la dernière chance est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui arrive en Alaska sans projet et sans argent. L'Alaska est son dernier espoir, voire un moyen de fuir son passé. Silka utilisait beaucoup les armes à feu. C'était un très bon tireur. L'une des personnes à qui j'ai parlé en ville m'a dit que Silka avait un fusil 22 long rifle et qu'il s'en servait pour tirer sur une boîte de conserve. Il arrivait à faire danser la boîte tellement il était bon. Il était vraiment doué, rapide et précis. Un vagabond qui vit près de l'embarcadère et qui passe ses journées à tirer avec ses armes à feu, il n'en faut pas plus pour convaincre les policiers qu'ils tiennent enfin un suspect sérieux. Ils fouillent dans son passé et découvrent que cet homme est en réalité un ancien soldat originaire d'Illinois, arrivé en Alaska grâce à l'armée. Il avait été envoyé à Fort Wainwright. Il réparait les hélicoptères. On ne lui connaissait pas d'amis. C'était un solitaire. Il ne s'entendait pas bien avec les autres soldats. Ils le trouvaient un peu bizarre. Ils ont dit que Michael Silka partait souvent seul de son côté. Il pouvait disparaître pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il prenait un couteau et quelques affaires et partait dans les bois pour voir s'il arrivait à survivre. Je pense qu'il a appris à être un homme des montagnes. À l'époque, Michael Silka est finalement renvoyé de l'armée à cause de son comportement étrange. Il retourne en Illinois et se fait arrêter 2 fois pour port d'armes prohibé. Pour échapper à la prison, il part se cacher au Canada avant de débarquer à Hopkinsville, en Alaska. Il a un casier judiciaire. Ce ne sont pas des affaires sérieuses, mais elles ont un rapport avec les armes à feu. Il ne s'en est pas servi contre quelqu'un, mais il en a toujours une en sa possession. Il pensait pouvoir disparaître. Hopkinsville a beau être isolé, quand quelqu'un de nouveau arrive en ville, ça se remarque. Les gens ne se sentaient pas à l'aise avec lui. Il jouait tout le temps avec son couteau. Il était louche. Il était bizarre. Il restait dans son coin. Quand quelque chose de bizarre se produit, comme le fait que Roger Culp disparaisse, les gens pensent tout de suite au nouveau venu. Ils se demandent s'il a quelque chose à voir là-dedans. Alors que les policiers continuent d'enquêter sur leurs suspects, un rebondissement va venir confirmer tous leurs soupçons. Et là, surprise. Ils reçoivent les résultats du laboratoire. Il se trouve que le sang qui a été prélevé au chalet de Silka est du sang humain, pas du sang d'orignal. Ils ont compris l'ampleur de la chose. Ils ont vite fait le rapprochement. On peut supposer que Michael Silka n'est pas seulement un assassin, c'est un tueur en série. Il a probablement assassiné Roger Culp. Puis il a tué toutes ces personnes à Manly. Les policiers sont convaincus d'avoir mis la main sur le coupable. Ils partent à sa recherche afin de le confondre. Mais c'est trop tard. Leur principal suspect s'est envolé. Et il s'est échappé par la rivière. Il savait très bien qu'on le recherchait, puisqu'il s'est enfui. Michael Silka avait un canoë dans son véhicule. Les policiers en ont déduit qu'il fallait partir à la recherche d'un homme à bord d'un canoë.
Une véritable chasse à l'homme se met en place, appuyée par de gros moyens aériens. Notre équipe d'intervention d'urgence nous a rejoints à Manly. On a également fait venir un deuxième hélicoptère d'Anchorage et il survolait les environs. On avait aussi 2 pilotes de la protection de l'environnement à bord de leur avion qui essayaient de repérer un type dans un canoë gris. On savait que si on arrivait à le trouver, on n'allait pas pouvoir parler avec lui. On savait qu'il allait y avoir une fusillade et que ça allait mal finir. Les policiers le savent. Chaque minute compte, car Michael Silka sait survivre en pleine nature. C'est aussi un tireur d'élite qui est probablement armé. C'est moi qui dirigeais notre équipe d'intervention spéciale. J'ai donné des indications au pilote, précisant que Michael Silka devait être sur la rivière dans un canoë gris. Nous étions 4, le pilote et pas mal d'équipements tactiques. J'ai choisi moi-même les 3 personnes qui sont venues avec moi. C'était des gens en qui j'avais confiance et sur lesquels je pouvais compter, quoi qu'il arrive. Au bout de quelques heures, les équipes d'intervention repèrent un homme sur la rive. À ses côtés, un canoë. Les policiers décident d'intervenir sans attendre. L'un des pilotes du service de l'environnement nous a signalé avoir repéré un homme se tenant debout près d'une tente. Un canoë gris était sur la rive près de lui. Un hélicoptère contenant 3 membres de l'unité spéciale, une équipe bien entraînée, très expérimentée, qui peut affronter n'importe quoi, est parti à la recherche de cette tente. Il s'est posé à bonne distance du campement. Une fois son équipage débarqué, l'hélicoptère est reparti et le commando a continué à pied. Et tout à coup, ce commando habillé en noir a surgi de nulle part avec des mitrailleuses et a intimé l'ordre aux occupants de la tente de ne pas bouger. Mais alors qu'ils s'approchent, les agents se rendent compte qu'ils se sont trompés. En réalité, l'homme fait partie d'un groupe de chasseurs d'ours qui campaient à proximité. Dépités, les policiers ne baissent pas les bras et reprennent leur traque. Puis un autre policier à bord d'un avion a appelé pour signaler que quelque chose avait attiré son attention. L'un des pilotes venait en effet de repérer une femme qui semblait avoir besoin d'aide. Immédiatement, une équipe est envoyée sur place. La femme en question leur raconte qu'à son tour, son mari s'est évaporé dans la nature. Lillard Burke faisait des signes de détresse à l'hélicoptère parce que son mari avait disparu, ainsi que son bateau de pêche. Fred Burke, surnommé Whiz, était quelqu'un de génial. C'était le genre de personne qu'on remarquait forcément, qu'on avait envie de côtoyer. Whiz était un véritable homme des bois. Il savait comment vivre confortablement avec sa femme en pleine nature. Ces deux-là étaient de vrais âmes sœurs. Ils faisaient tout ensemble. Alors que Lillard Burke leur donne plus de détails, les policiers craignent le pire. Car il est plus que probable que son mari ait subi le même sort que les autres disparus. Fred ne se méfiait de personne, pas même s'il voyait quelqu'un sur la rive avec un fusil à la main. Il n'a rien dû voir venir. Michael Silka a dû lui tirer une balle dans la tête, le jeter à l'eau et lui voler son bateau pour essayer de s'enfuir. Les recherches prennent alors un autre tournant. Michael Silka a probablement volé le bateau à moteur de Fred Burke pour pouvoir s'enfuir plus vite. La police doit désormais ratisser plus large, car chaque minute les éloigne un peu plus de leur suspect. Michael Silka était un tireur expérimenté et bien entraîné. Il aurait très bien pu survivre seul au milieu de nulle part pendant plusieurs décennies. C'est presque la jungle. On est dans les bois, à des centaines de kilomètres de la ville. À ce moment-là, il devenait évident qu'il serait presque impossible d'interpeller Michael Silka sans déclencher une fusillade. Il avait perdu tout contrôle. Il avait atteint le point de non-retour. Je ne le voyais pas lever les mains en l'air et se rendre.
On espérait seulement que ça finirait mal pour lui et pas pour nous. Au bout de quelques heures, à plus de 30 km de l'embarcadère, le fuyard est à nouveau repéré. Ils ont dit qu'ils pensaient avoir trouvé Michael Silka. Il était à bord d'un bateau à moteur sur la rivière Zidiana. L'équipe de protection de l'environnement l'avait localisé. On savait où il était. C'était une personne seule qui remontait la rivière à bord d'un vieux bateau. Elle a tourné à droite. Il y a moins de courant à cet endroit-là, mais il s'est avéré qu'il est arrivé assez vite dans un cul-de-sac. On y est allé avec 2 hélicoptères. J'avais un plan. Une fois qu'on l'aurait trouvé, les 2 engins se mettraient à 90 degrés l'un de l'autre. Ainsi, en cas de conflit, on pourrait tirer sur la même cible, mais de 2 directions différentes. On savait tous que c'était un excellent tireur. Un meurtrier lourdement armé qui n'avait apparemment pas de conscience. Les 2 hélicoptères décident de s'approcher du bateau pour observer de plus près leur suspect. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Il s'agit bien de Michael Silka. Et il est lourdement armé. Silka avait l'air nerveux. Il regardait les hélicoptères. Il avait l'air agité et inquiet. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'échapper. Alors qu'on commençait à se mettre en position, le pilote de l'hélicoptère de Fairbanks, qui était à coup sûr un vétéran de la guerre du Vietnam, est descendu plus bas pour permettre à son équipe de mieux appréhender la situation. On a vu que Silka avait ouvert le feu. Cela a déclenché une fusillade avec les policiers qui se tenaient sur les patins d'atterrissage. L'hélicoptère dans lequel j'étais était au-dessus. On ne pouvait pas tirer sans risquer de blesser les membres de l'autre équipe. Il était à découvert quand il a commencé à tirer, mais il essayait de se cacher au fur et à mesure qu'ils approchaient. Et au moment où ils étaient vraiment proches, il s'est redressé et il leur a tiré dessus. Silka avait un fusil à un coup, un 30 Arctique. Il a tiré 3 coups très rapidement. Il a atteint ce qu'il visait en seulement quelques secondes. L'officier Troy Duncan a pris une balle en plein visage. En pleine tête. Ça a duré à peine 1 minute. Le pilote de l'hélicoptère de Fairbanks a dit qu'il devait partir, qu'il y avait une urgence médicale. J'étais resté à l'embarcadère. J'ai entendu l'une des pires choses de ma vie quand le pilote a prononcé le code 1079. Ça veut dire qu'un officier est mort. Mon partenaire et moi étions sous le choc. Mon ami Troy Duncan venait d'être tué. Quand on a appris que c'était Troy, c'était comme si quelqu'un venait de nous donner un coup dans le ventre. C'était horrible. Tandis que l'hélicoptère où se trouve Troy Duncan retourne à l'embarcadère, l'autre équipe continue de survoler la zone pour tenter d'arrêter Michael Silka. On était toujours sur les lieux et on ne voyait Silka nulle part. On a demandé au pilote de se poser et on a continué à pied. L'arrière du bateau était criblé de trous. Il y avait au moins 12 impacts de balles. Les policiers décident de poursuivre leur traque sur la terre ferme. Ils en sont convaincus. Leur suspect a été grièvement blessé par les balles tirées depuis l'hélicoptère. Nous étions 3, 2 membres de l'équipe d'intervention spéciale et un policier. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. On a trouvé un canoë, un bateau à moteur et toutes sortes de provisions. Puis on a remarqué un pied qui pendait dans l'eau et on a compris qu'il était mort. Le corps de Silka était à moitié dans l'eau et à moitié dans le bateau. Il avait pris plusieurs balles.
Jeff Hall avait un M16 et toutes les balles venaient de cette arme. Jeff a été un remarquable tireur d'élite ce jour-là. Le suspect est mort. La chasse à l'homme est terminée. Du côté des habitants, c'est le soulagement. Le meurtrier est hors d'état de nuire. Les jours suivants, et avec l'aide des policiers, les familles des victimes tentent de retrouver les corps des disparus. On a passé pas mal de temps à survoler la rivière, mais il faut environ 3 semaines pour qu'un corps refasse surface. Lillard Burke a remarqué que des corbeaux se tenaient sur quelque chose au milieu de l'eau. La police est allée voir ce que c'était. Les corbeaux étaient sur le corps de son mari. Elle a aidé les policiers à récupérer son corps. Alors que les recherches continuent pour retrouver les victimes de Michael Silka, l'heure est au recueillement. Les habitants de Manly sont réunis pour rendre hommage aux policiers morts durant cette terrible opération, Troy Duncan. L'église était pleine à craquer, vraiment bondée. Troy était quelqu'un de remarquable. J'ai perdu un bon ami ce jour-là. À l'époque, je jouais dans un groupe de cornemuse. Alors j'ai joué Amazing Grace pour lui. Il devrait être parmi nous aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. Je n'ai pas pour habitude de me morfondre. Mais c'est probablement la pire chose qu'il me soit arrivée. Ça a changé, Manly. Ce n'est plus la petite bourgade paisible que c'était. Les habitants de Manly ne pensent qu'à ça au printemps. On en revient toujours à ça. Ce genre de choses, ça ne s'oublie pas. Des années plus tard, j'ai demandé au pilote de mon hélicoptère s'il voulait retourner sur les lieux du drame. Et il a dit oui. On y est allé. On s'est posé à l'endroit où la fusillade avait eu lieu. C'était très dur moralement, mais je pense qu'on en avait besoin. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette histoire s'en souviennent très bien. C'est ancré en nous. Je peux encore voir le sourire de Troy Duncan. Ça reste incompréhensible. On veut toujours comprendre le pourquoi du comment, mais ça fait partie de ces choses qui ne s'expliquent pas. Michael Silka est mort avant de nous dire pourquoi il avait fait ça. Et il nous a privés de ça. Et ça affectera la ville à tout jamais. Je ne l'oublierai jamais. J'en suis incapable. Au total, Michael Silka aurait tué 8 personnes. Seulement 4 corps ont été retrouvés. À ce jour, les raisons de ces meurtres restent inconnues. La dépouille de Michael Silka a été incinérée et ses cendres ont été enterrées au cimetière national de Sitka, en Alaska, à la demande de son père.